J'ai posé 7 questions assez poussées concernant la fiscalité des crypto-monnaies à un expert du sujet, puisque c'est un avocat qui s'appelle Arnaud Toiti, qui est associé de la société qui s'appelle Hashtag Avocat et qui a 10 ans d'expérience dans le numérique désormais. Alors voici la liste des 7 questions. 1. La première question, ça sera comment optimiser légalement sa fiscalité en crypto-monnaie. 2. Si j'ai envie de m'expatrier dans un autre pays qui est plus clément en termes de fiscalité crypto, comment faire les choses dans les règles de l'art? 3. Quelles sont les nouveautés 2025-26 concernant la fiscalité des crypto-monnaies? 4. Comment ça se passe niveau héritage de ces crypto-monnaies? 5. Quelle est la fiscalité des tokens Realty pour ceux qui connaissent, parce qu'il y a des spécificités qui sont hyper intéressantes. 6. Si je retire un montant assez conséquent qui est en tout cas supérieur à mon salaire annuel, est-ce que je peux être requalifié comme un professionnel? 6. Quelle est la fiscalité concernant les collatérales de crypto-monnaies que l'on peut faire sur des plateformes de finances décentralisées ou centralisées? Donc on met en collatéral ces crypto-monnaies, ce qui nous permet d'emprunter des crypto-monnaies. Donc du coup, est-ce qu'on peut utiliser cet argent pour acheter ce qu'on veut et ne pas payer d'impôts? Eh bien, il y a des particularités aussi et il va en parler. Avant de commencer, si par hasard vous souhaitez demander les services de Arnaud Toiti et son équipe, et il a une grande équipe, eh bien je vous invite à dire que vous venez de la part de Jonathan Novak de Fructify, puisque si vous dites ça, eh bien il vous fera son meilleur prix. Donc n'hésitez surtout pas. De toute façon, je mettrai le lien de son site internet qui sera sous cette vidéo. Et si vous êtes intéressé par ses services, dites tout simplement au moment du rendez-vous que vous venez de la part de Jonathan Novak de Fructify et il vous fera son meilleur prix. Allez, c'est parti pour cette interview qui sera hyper riche en contenu. Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Toiti, je suis avocat associé d'un cabinet qui s'appelle Hashtag Avocat, qui est spécialisé dans le numérique depuis maintenant une dizaine d'années, ça fait 10 ans même cette année. Voilà, on est une quinzaine approximativement dans ce cabinet. Il y a mon associé qui est spécialisé en droit des sociétés, droit fiscal, et on est notamment amené à traiter de problématiques de droit fiscal en lien avec les cryptoactifs. Et moi, de mon côté, je suis spécialisé dans tous les aspects tech. Donc, on est amené évidemment à rédiger les contrats, contrats tech, contrats commerciaux. On est amené à traiter de problématiques de propriété intellectuelle, bien sûr. Et puis de tech en général, avec deux spécialités spécifiques que sont l'intelligence artificielle et la blockchain. Et donc, à ce titre, on accompagne des personnes physiques naturellement, mais aussi beaucoup de sociétés dans leur développement, que ce soit en France, mais également à l'international. Voilà, donc je suis ravi d'être aujourd'hui parmi vous. Je remercie bien sûr Jonathan pour cette invitation. Et puis j'espère qu'on va être en mesure que je vais être en mesure de pouvoir vous apporter de la valeur. Alors, petite précision, comme je l'ai indiqué dans mon introduction, c'est mon associé le fiscaliste de la bande, c'est pas moi. Donc, moi, je vais vous donner des informations, on va dire, je ne vais pas dire génériques, mais je vais dire relativement générales quand même. Non seulement parce que c'est pas mon cœur de métier, mais aussi parce qu'en réalité, et c'est pas juste un fait de l'esprit, la fiscalité, c'est du cas par cas. Donc, évidemment, il y a des données qui sont factuelles, il y a des données chiffrées, factuelles, quel est le taux d'imposition appliqué sur les plus-values, par exemple. Mais après, chaque situation est différente. Et en réalité, ça demande une étude au cas par cas. Sinon, ce serait prendre des risques à la fois pour vous et pour nous, en tant qu'avocats, d'engager notre responsabilité sur des conseils qui, en réalité, seraient donnés comme ça, de manière générique. Donc ça, c'est le premier point qui est important de préciser. Le second, c'est que durant cette intervention, peut-être que nous allons faire état éventuellement de ce qui peut se faire à l'étranger, parfois, parce que c'est des questions qui reviennent assez régulièrement. Est-ce que j'ai intérêt à aller m'expatrier? Si oui, où, etc. etc. On est avocat de droit français, mais pas avocat de droit d'autres pays européens en dehors. Autrement dit, on peut éventuellement vous donner quelques bribes d'informations au regard de ce qu'on a entendu ou ce que nos partenaires nous ont indiqué. Mais la réalité, c'est que s'il y a une velléité pour certains d'entre vous de s'expatrier, il est impératif de faire appel à un avocat sur place, un fiscaliste sur place. Alors, ça peut être en direct, ça peut être par notre intermédiaire. On travaille avec énormément de partenaires partout. Merci beaucoup. Du coup, première question. Quelles sont les bases de la fiscalité crypto aujourd'hui en France, en étant assez large, du coup généraliste, concernant les particuliers et les entreprises? Ok, alors,
de manière très générique, encore une fois, lorsque vous êtes une entreprise, je ne vais pas rentrer dans la précision parce qu'après, chacun aura peut-être des questions et qu'il n'hésite pas à ce moment-là à me les poser directement, à nous les poser directement. Mais en gros, pour faire très simple, lorsque vous êtes une société, eh bien, vous allez en réalité, tous les bénéfices que vous allez générer vont être soumis à l'impôt sur les sociétés, assez classique, qui est donc de 15% dans une première tranche. Et puis au-dessus d'un certain montant, vous passez à une tranche effectivement plus élevée. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique pour une société. Donc il n'y a pas de... En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de spécificité en réalité crypto. En revanche, pour ce qui concerne les particuliers, il y a, puisque maintenant c'est devenu presque à la mode d'en parler, mais on a ce qu'on appelle la flat tax. Alors c'est quoi la flat tax? C'est taxe plancher. C'est comme ça que ça a été présenté. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire en sorte que les cryptos, lorsque vous allez générer une plus-value, lorsque vous allez les convertir en euros, je vais y revenir de manière précise, ou lorsque vous allez réaliser des opérations type opération de vente ou de prestation de services avec vos cryptos, à ce moment-là, vous serez assujetti à cette flat tax. Alors, pour reprendre un petit peu les éléments dans les détails, si vous avez des crypto-monnaies, par exemple du Bitcoin, et que vous décidez de convertir ces crypto-monnaies, je ne sais pas, typiquement en Solana, ou l'inverse d'ailleurs, vous n'êtes pas soumis à l'imposition. D'accord? Il y a un sursis d'imposition. Donc, vous pouvez échanger vos crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies, ça ne générera pas d'impôt. OK. Deuxième hypothèse, question qui m'est souvent posée, oui, mais quid des stablecoins? Même chose. Si je prends mon Bitcoin et je le transforme en USDT ou en USDT, USDC ou T, il n'y a pas de flat tax. En revanche, si j'ai mes bitcoins et que je convertis ces bitcoins en euros, à ce moment-là, ça va effectivement déclencher le paiement d'une taxe qui est de 30%. Mais de 30% sur quoi? De 30% sur le différentiel entre la valeur d'acquisition de ces cryptos et le moment où ces cryptos sont vendus, tout simplement. Donc, je prends un exemple. Vous avez acheté votre bitcoin 30 000, vous revendez le bitcoin 100 000, vous avez fait une plus-value de 70, vous allez payer 21 000 euros d'impôt qui correspond à 30% de cette plus-value. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le schéma. Alors après, effectivement, maintenant qu'on a dit ça, la deuxième question souvent qui m'est posée, c'est OK, mais on fait comment pour échapper à cet impôt? Alors déjà, l'impôt, il est là, donc on n'échappe pas. Il y en a qui, évidemment, ne respectent pas les règles, qui ne déclarent pas, etc. Bon, c'est un risque à prendre. Je déconseille évidemment fortement de faire ça parce que, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est évidemment très risqué et par ailleurs parce que l'administration fiscale a très, très largement progressé, que ce soit en termes de compétences. Ils étaient déjà bons, mais ils sont encore meilleurs. Ils sont plus nombreux, ils sont plus efficaces. Puis on verra, il y a des réglementations aussi qui évoluent et qui font qu'il y a de la coopération aussi qui se met en place entre les administrations fiscales. Donc, c'est une mauvaise idée, clairement. Maintenant, il y a évidemment des moyens qui sont des moyens légaux certainement pas de faire disparaître l'imposition, ça c'est une évidence, mais qui peuvent éventuellement permettre de l'optimiser. Par exemple, lorsque effectivement on est une personne physique et on est soumis à cette flat tax, bon, déjà, première chose, ce n'est pas valable à partir de l'instant où le montant de cette plus-value est inférieur à 305 euros sur une année. Vous allez me dire 305 euros, c'est rien, peut-être. Enfin, il faut quand même savoir que si vous faites une très faible plus-value, vous ne paierez pas d'impôt. Première information. Deuxième information, la plus-value, elle est donc payée sur cette flat tax, mais vous pouvez choisir optionnellement, donc c'est un choix, d'être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'impôt sur le revenu, c'est un impôt progressif. Ça veut dire que vous allez avoir des taux qui vont être de plus en plus élevés en fonction du montant du revenu que vous percevez. Eh bien, on peut imaginer que si l'un d'entre vous, l'une d'entre vous qui nous écoute, eh bien, est très faiblement imposé, eh bien, il aurait plus d'intérêt à se mettre se mettre sur le barème de l'impôt sur le revenu plutôt que la flat tax, notamment s'il a un impôt sur le revenu qui est en réalité inférieur à 30%. Et auquel cas, c'est intéressant. Donc, quelqu'un qui a de faibles revenus et qui se dit, en réalité, voire pas de revenus du tout et qui veut faire l'intégralité de ses revenus via la revente de ses cryptos, ça peut être aussi une solution d'opter pour ce barème. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qui revient régulièrement. Les autres solutions qui reviennent aussi, c'est l'expatriation. Alors ça, c'est le serpent de mer. J'ai envie de partir, j'ai envie de m'exiler, la France, c'est trop compliqué, etc. etc. Bon, bref.
La France, elle a d'immenses qualités. C'est vrai que fiscalement, c'est pas toujours simple, mais on n'est pas les seuls. Hein. Il y a pire, hein. Il y a bien pire. Et donc, une des questions qui m'est posée, c'est dans ce cas-là, où est-ce qu'il faut aller? Alors, moi, j'ai pas de leçons à donner, ni de conseils spécifiques sur des destinations à choisir. Je veux dire, c'est en fonction de chacun. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que souvent, mais souvent c'est très très fréquemment, il y a des lieux communs qui reviennent. Par exemple, le nombre de fois où j'ai entendu, oui, mais en fait, je vais aller au Portugal ou à Andorre, qui est en vogue en ce moment, je vais rester plus de 6 mois par an. Et donc, j'ai entendu que si je restais plus de 6 mois par an, je devenais résident fiscal andorran ou portugais. Non, absolument pas. C'est-à-dire qu'il y a des critères. Donc, c'est des critères qui sont prévus expressément pour justifier qu'une résidence fiscale se trouve dans un pays plutôt que dans un autre. Et en gros, pour faire simple, si vous avez votre femme qui vit en France, vos enfants qui sont scolarisés en France, des appartements que vous mettez en location en France et que votre travail, vous le faites entre le Portugal et la France, il est très peu probable, pour ne pas dire impossible, que l'administration fiscale pense qu'en réalité, vous êtes résident fiscal portugais. Pardon. Donc, ils vont forcément vous taxer et au final, vous n'aurez rien gagné. Donc, si on parle d'une expatriation, c'est vraiment couper les liens avec la France et donc pas simplement y aller comme un lieu de villégiature 5 mois, 6 mois par an et un jour juste parce qu'on pense que ça suffit. Voilà. Donc ça, c'est aussi un point qui est à retenir. Autre sujet qui revient régulièrement, c'est celui de la donation. Alors, le sujet de la donation est intéressant parce que toi, Jonathan, tu as je ne sais combien d'enfants, je ne veux pas le savoir, mais je prends un exemple. Tu as 2 enfants, tu souhaites leur donner de la crypto. La question qui se pose, c'est quelle est la fiscalité qui est adaptée à cette donation. Alors déjà, il y a un truc qu'il faut surtout pas faire, et je l'ai vu plusieurs fois, pas des centaines de fois, mais suffisamment de fois pour que ça soit quand même préoccupant. On a un certain nombre de personnes qui viennent et en fait, ils convertissent leur crypto en euros avant de la donner. Donc, je prends un exemple. Vous avez, encore une fois, je prends l'exemple du Bitcoin de décembre dernier. Vous allez convertir votre Bitcoin en euros, donc vous allez récupérer grosso modo 100 000 euros. Ben, c'est dommage parce que dans ce cas-là, vous allez payer les 30% de flat tax, d'accord? Donc, pour peu que vous les ayez achetés 30 000, on est d'accord que vous payez 21 000 euros d'impôt, alors même que vous auriez pu donner ces cryptos en nature sans passer par la case de la flat tax. D'accord? Donc, je reprends mon exemple. Vous avez un Bitcoin, vous êtes en décembre dernier, vous avez des enfants, eh bien, vous avez la capacité de pouvoir leur donner des cryptos et vous allez avoir des abattements sur les droits de donation. C'est-à-dire qu'effectivement, par enfant, vous allez pouvoir donner jusqu'à 100 000 euros tous les 15 ans. Voilà. Donc ça, c'est effectivement super intéressant. Alors déjà, pour ça, il faut avoir envie de donner, pour commencer. Il faut avoir envie de donner à ses enfants. Alors, on peut le faire aussi, effectivement, à ses frères et sœurs. Enfin bref, tout un schéma peut être mis en place, mais il faut quand même vouloir le faire. Et dans ce cas-là, la plus-value est neutralisée. Ça veut dire quoi? C'est que si on prend mon exemple, vous achetez un Bitcoin 30 000 euros. Ce Bitcoin, vous allez le donner au moment où il vaut 100 000. Eh bien, votre enfant va percevoir cette crypto et ce n'est qu'au moment où il convertira lui-même la crypto en euros qu'il paiera l'impôt sur la plus-value. Si tant est que ça existe toujours à ce moment-là. Et là où c'est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on ne tiendra pas compte du montant de la crypto à la date d'acquisition par le donateur, mais par l'obtention de la crypto par le donateur. Autrement dit, on ne va pas reprendre la valeur de 30 000 euros du Bitcoin, mais on prendra la valeur à la date où la donation aura eu lieu, pour tenir compte du prix d'acquisition, entre guillemets, de la crypto. Bref, c'est quelque chose qui peut aussi être intéressant. Et enfin, dernier sujet, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, il y a le crédit lombard, qui est aussi un point intéressant, même si la prudence, puisqu'en tant qu'avocat, le principe de prudence, il est fondamental, m'impose de dire que fiscalement, il y a quand même une zone grise. Il y a des éléments sur lesquels on travaille en ce moment, mais il n'y a absolument aucune certitude que le crédit lombard ne soit pas constitutif d'un fait générateur d'impôts, comme on dit. Waouh, bah merci beaucoup. C'était très complet. Déjà, il y a eu énormément de contenu, donc ça, ouais, c'est cool. trop d'infos, je suis désolé de pas te l'être, pardon. Non, mais vaut mieux trop que pas assez. Ensuite, deuxième question, mais tu as répondu déjà à beaucoup de questions. Est-ce que tu connais quelques nouveautés fiscales qui pourraient avoir dans les tuyaux pour 2025, 2026 ou les années à venir ou pas? Alors, oui, absolument. La réponse est oui, même s'il faut faire très attention parce que quand tu dis dans les tuyaux, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on évoque, mais il n'y a absolument aucune certitude. Enfin, disons que je vais évoquer des choses qui sont avérées, je vais évoquer des choses qui ont été discutées et qui n'ont pas été retenues.
et je vais évoquer quelque chose de plus général. Je vais le faire en trois temps. C'est-à-dire d'abord évoquer effectivement des sujets qui ont été qui ont été pensés mais qui n'ont pas été transformés pour l'instant, parler de quelque chose qui est avéré, c'est la réglementation de MiCA, et parler d'un principe, d'un état d'esprit plus général autour de la crypto. Alors sur les nouveautés fiscales dans les tuyaux, alors on a évoqué en début d'année une augmentation potentielle de la flat tax de 30 à 33% qui finalement n'a pas été retenue. Mais c'est juste pour expliquer que c'est un sujet en vogue et qu'avec un État qui est exsangue, il cherche forcément à récupérer de l'argent à droite à gauche. Donc, il n'est pas complètement exclu que cette flat tax soit à terme augmentée. Donc, ça, il faut l'avoir en tête. On a des nouveautés, alors fiscales, c'est pas vraiment fiscal, mais on a MiCA qui est rentré en application qui concerne les prestataires de services sur cryptoactifs. Mais là où ça touche la fiscalité, c'est qu'en fait, on a une directive qui, elle, pour le coup, va rentrer en application l'année prochaine, qui s'appelle DAC8. Et en fait, cette directive, elle va renforcer la coopération entre les différentes autorités fiscales modulo la nécessité pour les prestataires de services sur cryptoactifs, d'où le règlement MiCA, de communiquer en fait des informations sur les détenteurs des comptes crypto des citoyens européens. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par exemple, vous avez un compte sur un exchange, je sais pas moi, lituanien, eh bien, ne pensez pas que vous serez à l'abri. Ces informations seront à terme, en tout cas, communiquées, devront l'être, notamment à l'administration fiscale, du coup, en l'occurrence, lituanienne en l'espèce, et du coup, automatiquement, si ça concerne des résidents fiscaux français, à l'administration fiscale française. Voilà. Donc, il y a j'ai envie de dire, l'étau se resserre, entre guillemets, pour ceux qui voudraient échapper un peu aux fourches codines de l'administration fiscale. Et puis enfin, on a une tolérance administrative qui est de moins en moins forte. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, même si ça n'est jamais un argument, on pouvait plaider, on sait que nul n'est censé ignorer la loi, mais on pouvait plaider le fait qu'effectivement on ne maîtrisait pas tel ou tel sujet. Maintenant, ça devient de plus en plus compliqué, puisqu'on en parle de plus en plus, que ça devient presque, je ne vais pas dire mainstream, mais en tout cas, les gens qui sont dans la crypto commencent quand même à savoir ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent ne pas faire, et surtout ce qu'ils doivent faire en matière fiscale. Et donc, ce sera difficile, demain en cas de contrôle, de dire excusez-moi, monsieur le contrôleur, je ne m'étais pas informé. C'est pour ça que j'invite quand même les gens à être très vigilants, à se renseigner, puis à travailler avec des pros ou avec des plateformes qui sont spécialisées là-dedans. Moi, je ne vais pas en citer ici, on en connaît, mais effectivement, ça me semble très important. Ouais, en effet, parce que certaines erreurs oublient, peut-être, ou certaines notions pas apprises, ça peut coûter cher, malheureusement, s'il y a un contrôle ou si c'est mal fait. Ça. Vaut mieux faire attention, en effet. Ensuite, on parle souvent de la fiscalité, mais pas trop de l'héritage. Est-ce que là, tu as des infos sur ça? Si par exemple, moi, je meurs demain, ce que j'espère pas, tout irait à mes parents, et dans ce cas-là, c'est quoi la fiscalité? Ce que je peux te dire, c'est que en fait, on a un article du Code monétaire et financier, l'article L5410.1 de mémoire, qui définit en fait les cryptos comme une sorte de catégorie patrimoniale qui est distincte. C'est-à-dire qu'ils sont transmissibles par succession, comme tu transmets des biens meubles incorporels. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont intégrés dans l'actif successoral et ils sont soumis à des droits de mutation à titre gratuit selon les règles de droit commun. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre la valeur vénale, donc la valeur de tes cryptos au jour du décès, et on va calculer en fait les droits de succession en vertu de la valeur de tes cryptos. Donc après, le barème, il est en fonction du lien de parenté. Donc si tu as des enfants, comme pour les donations, il y a un abattement de 100 000 euros. Puis après, c'est un barème progressif jusqu'à 45%. Pour les frères et sœurs, tu as un abattement uniquement de 15 932 euros. Voilà. Et pour les tiers, c'est 60% après un abattement de 1 594 euros. Donc évidemment, ça coûte très très cher. Et puis après, du coup, il faut déclarer à l'administration fiscale, c'est-à-dire que les ayants droit, ils doivent déclarer la possession de leurs cryptoactifs dans la déclaration de succession. Il y a des formulaires pour ça. Voilà. Ok, merci bien. Je t'en prie. Ensuite, c'est une question concernant Realty, que tu connais peut-être, c'est la tokenisation d'actifs réels et en l'occurrence d'immobilier. Il y a pas mal de personnes qui me demandent, alors moi je vais acheter des tokens Realty, mais certaines personnes disent que acheter ce token qui est au final de l'immobilier tokenisé, est-ce que ça c'est déclencheur de l'impôt? J'ai fait des gains avec du Bitcoin, je revends en stablecoin et j'achète des Realty. Est-ce que ça c'est déclencheur de l'impôt? Alors, déjà, je crois qu'effectivement, parmi les fiscalistes, il y avait des questions qui se posaient, notamment sur la qualification juridique en fait, de ce jeton. Et donc, en fonction de cette qualification juridique, ça peut avoir un impact sur la fiscalité. Mm. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que l'achat d'un token, en tant que tel, ne va pas entraîner de taxation.
Et donc, en réalité, si la valeur du jeton augmente, tant qu'il n'y a pas de revente du jeton, la plus-value, elle est ce qu'on appelle latente, c'est-à-dire qu'elle existe, mais elle ne sera pas imposée. Un peu comme quand il y a des échanges de crypto à crypto que j'évoquais tout à l'heure. C'est de la plus-value latente, c'est-à-dire c'est de la plus-value qui existe, mais qui n'est pas matérialisée tant qu'il n'y a pas de revente et tant que ce n'est pas matérialisable par de la monnaie fiduciaire, par de l'euro. À la cession, en revanche, la plus-value, elle est constatée, elle est source d'imposition au titre de la flat tax, d'accord, en tant que particulier. Ça, on l'a vu, et sur ce sujet, il n'y a pas de difficulté. Tu prends ton jeton, tu revends ton jeton à quelqu'un, tu récupères des euros, tu paieras une flat tax de la même manière que si tu vendais ton bitcoin. Okay. Là où il y a une question qui se pose, c'est sur les revenus qui sont générés par le jeton. Puisque, pour ceux qui ne le savent pas, les tokens Realty, c'est le cas d'autres projets de ce type-là, ils représentent des parts dans des biens immobiliers. Et donc, ça génère en fait des revenus locatifs. Et donc, ces revenus, logiquement, ils doivent être soumis à l'impôt. Alors, ils sont soumis en fait à l'impôt sur le revenu en tant que revenu foncier, potentiellement. Donc, il est nécessaire de déclarer ces loyers. Ils sont également soumis à des prélèvements sociaux. Et puis, si les tokens sont détenus dans un cadre qui est un cadre professionnel, dans le cadre d'une société, dans ce cas-là, il y a des régimes fiscaux spéciaux qui peuvent potentiellement s'appliquer. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il faut être vigilant sur tout ça et s'assurer, encore une fois, d'aller voir un pro pour bien cadrer les choses. Voilà. Ok, bah c'est très clair. Oui, en effet, pour rappel, hein, vous aurez tous les liens juste en dessous. Et si vous dites que vous venez de la part de Jonathan Novak, je l'aurais dit en intro aussi, eh bien, vous aurez un petit avantage. Il va essayer de faire le tarif le plus optimal en tout cas. On fera Profitez-en. Exactement. Alors, ensuite, question très intéressante parce que je sais qu'il y a des sortes de requalifications. Il y a les traders occasionnels, habituels, professionnels, etc. Et il y a des questions qui me sont posées du genre, je gagne 50 000 par an de salaire, mais je veux retirer 100 000 de gains en crypto-monnaie. Est-ce que dans ce cas-là, je peux être requalifié en pro parce que je gagne beaucoup plus avec mes cryptos qu'avec mon salaire cette année-là en tout cas? Est-ce que tu peux expliquer aussi la différence entre occasionnel, habituel, tout ça? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la qualification de professionnel va reposer sur plusieurs critères. Le premier critère, c'est la finalité de l'opération. C'est-à-dire que la première condition, c'est que l'opération réalisée elle doit être effectuée dans un but lucratif. C'est-à-dire qu'elle doit viser à générer un bénéfice, qui soit direct ou qui soit indirect. Et c'est ce critère qui permet de distinguer une activité purement personnelle, non professionnelle, d'une activité au contraire qui serait commerciale ou économique, et donc de nature professionnelle. Deuxième critère, l'inscription dans une activité économique. En fait, c'est un critère qui t'explique que l'activité elle doit être inscrite dans un cadre qui est un cadre économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'activité, elle doit avoir un lien direct ou indirect avec une activité économique, même si elle n'est pas directement rémunérée. Je te prends un exemple, tu as une personne qui exerce une activité bénévole dans un cadre économique, comme disons un artisan qui fait des ventes occasionnelles. Et bien dans ce cas-là, ça peut être considéré comme un professionnel si ces activités sont régulières et qu'elles sont orientées vers la création de valeur économique. Et enfin, le troisième critère, c'est la récurrence de l'activité. L'activité, elle doit être régulière, elle ne doit pas être ponctuelle. Donc une activité occasionnelle, comme par exemple la vente d'un objet personnel en une seule fois, ne sera pas qualifiée d'activité professionnelle. En revanche, si tu as une personne qui vend des biens ou des services de manière récurrente, dans un cadre qui est lucratif, même si c'est à toute petite échelle, en termes de chiffre d'affaires, eh bien ça pourrait être considéré comme professionnel. Alors, comment est-ce qu'on distingue une activité occasionnelle d'une activité habituelle, d'une activité professionnelle? Une activité occasionnelle, c'est une activité qui est considérée en fait, d'une certaine façon, comme étant réalisé de manière ponctuelle, sans intention de répéter l'opération régulièrement. Ça peut être par exemple la vente d'un bien une fois tous les ans, la vente d'objets d'occasion, mais sans un but lucratif récurrent. Le côté habituel, c'est en fait lorsque c'est réalisé avec une certaine fréquence, même si ça constitue pas l'activité principale de la personne. Exemple, une personne qui va vendre des biens de manière régulière mais pas systématique, on pourra considérer que c'est une activité habituelle et en réalité, même si les ventes sont pas organisées dans un cadre pro, ça montrera d'une certaine manière qu'il y a une intention de générer des revenus de façon récurrente. Et puis enfin, il y a l'activité professionnelle. Et c'est qualifié de pro lorsque la personne elle exerce de manière régulière et organisée dans l'objectif de réaliser des bénéfices dans un cadre économique. Donc peu importe si les revenus générés sont faibles, modestes, c'est pas le point déterminant, du moment que les activités sont effectuées de façon structurée, dans un but lucratif et de façon récurrente. Dans ce cas-là, c'est pro. Et ça inclut par exemple un artisan qui va vendre, je sais pas, ses créations dans un cadre commercial, même si c'est à petite échelle, ça sera considéré comme pro. Donc en conclusion, et sur de résumer, la qualification de professionnel repose sur l'intention lucrative, la récurrence des activités et l'inscription de ces activités dans un cadre économique. C'est pas le montant des gains qui détermine si une personne est un pro, mais c'est la manière dont elle organise et dont elle exerce l'activité.
Du coup, la distinction entre activité occasionnelle, habituelle et professionnelle, ça permet d'établir un cadre précis pour déterminer quand une personne ou une entreprise doit être considérée comme un professionnel et donc soumise aux obligations et aux protections légales qui en découlent. Voilà, merci. Donc la prochaine question, c'était lié à ce qu'on parlait tout à l'heure au début de la vidéo, c'est concernant ce sort de crédit lombard. Donc par exemple, j'ai des bitcoins, mais je n'ai pas envie de les vendre. Cependant, j'ai envie d'acheter une maison. Donc en fait, je les mets en caution pour à la place emprunter des USDC et prendre cet argent pour faire un apport immobilier. Est-ce que c'est imposé? Comment ça se passe tout ça? D'accord. Alors, bonne question. Déjà, peut-être on rappelle un petit peu ce qu'est le lombard, si Oui. tu OK. OK. Alors, le lombard, comme son nom l'indique, ça vient de Lombardie, qui est effectivement une région d'Italie assez connue au Moyen Âge, notamment pour pratiquer justement ces prêts sur gage, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous allez prendre, bah, je sais pas, de l'or. Là, maintenant, c'est fait beaucoup plus avec des actions, par exemple, mais à l'époque, ça peut être des biens, hein, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et en fait, vous allez les mettre en gage et en échange, vous allez récupérer de l'argent. Si vous ne remboursez pas votre argent, bah, en fait, ce qui se passait à l'époque, c'est qu'on prenait ce qui avait été mis en gage et on le revendait, tout simplement pour pouvoir désintéresser le créancier. Okay, donc, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, c'est un peu vieux comme le monde. Maintenant, la question, c'est, et ça, c'est un peu un serpent de mer qui est revenu de manière très, très récurrente ces dernières années, qui était la capacité de pouvoir emprunter sur la base de ces cryptos, c'est-à-dire mettre ces cryptos en collatéral et récupérer de l'argent en contrepartie, de l'argent en euros. Alors déjà, c'est pas quelque chose de nouveau, parce que ceux qui nous écoutent, il y en a probablement qui utilisent des protocoles de DeFi. Je sais que effectivement Coinbase le fait avec Morpho, je sais que Aave le fait, etc. Donc ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Simplement, plusieurs observations sur ce système. Déjà, premièrement, bah, ça passe par de la DeFi et que certains adorent, mais que d'autres, c'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils ne connaissent pas ou ils ne sont pas à l'aise, etc., etc. Donc il y a une barrière à l'entrée de la DeFi qui n'est pas la même sur des solutions qui sont des solutions plutôt de finance traditionnelle. La deuxième chose, c'est qu'en termes de sécurité, il peut toujours y avoir des petites choses qui posent difficulté, ou en tout cas, on est peut-être moins à l'aise que sur une solution plus traditionnelle. Et puis, c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi qui joue, c'est que en cas de liquidation, bah, en fait, il liquide de manière assez brutale l'intégralité de la position, puisque le principe d'un collatéral, c'est vous mettez votre Bitcoin, vous récupérez de l'argent, sauf que si la valeur du Bitcoin diminue trop, bah, il faut bien que le créancier, justement, vende pour se désintéresser. Et c'est vrai que là, en fait, dans les protocoles de DeFi, c'est assez, ça se fait de manière assez violente, j'ai envie de dire, assez hard, alors qu'il y a des solutions qui existent où justement, ça se fait de manière un petit peu plus souple. Disons les choses comme ça. Et donc, il y a de plus en plus de demandes qui nous ont été faites, on va dire depuis un an et demi, de gens qui ont bénéficié d'une augmentation de leur crypto, notamment du Bitcoin, et qui n'ont pas envie de le vendre. Ils n'ont pas envie de le vendre parce qu'ils veulent éviter la flat tax qu'on a évoquée en long et en large en travers depuis tout à l'heure, et puis simplement parce qu'au-delà de la question de la fiscalité, bah, ils ne veulent juste pas vendre leur crypto, parce qu'ils pensent, à tort ou à raison, qu'il faut holder au maximum, que c'est une réserve de valeur et que le Bitcoin fera 1 million d'euros dans 10 ans. Un Bitcoin. Voilà. Donc, en tout cas, c'est les raisons qui ont poussé à ce que cette solution se développe. Donc, du coup, la question, c'est comment ça marche et est-ce que c'est fiscalisé? Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sur la question de la fiscalité, il y a un débat. Je ne peux pas le détourner, ce débat, je ne peux pas détourner le regard de ce sujet. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui considèrent, et c'est compréhensible, même si c'est à mon avis contestable, que en réalité, lorsque vous mettez en collatéral vos cryptos, c'est-à-dire que vous les gagez, vous les nantissez auprès de la banque, à ce moment-là, la banque deviendrait d'une certaine façon le propriétaire de ces cryptos. Il y aurait un transfert de propriété. Parce que ce qui va entraîner le paiement de la flat tax, donc le paiement de la taxe, c'est ce transfert. Quand vous transférez la propriété de vos cryptos, à ce moment-là, effectivement, c'est générateur d'un fait d'imposition qui aboutit au paiement de la flat tax. Donc, il y a un débat là-dessus. Nous, effectivement, on estime, mais tout ça est soumis à réflexion, à débat, travail de fond sur lequel nous sommes à l'heure d'aujourd'hui, que effectivement, il n'y aurait normalement pas de transfert de propriété, mais il y aurait en réalité la constitution d'une sûreté, d'accord, un nantissement, comme on dit, avec dépossession, puisque lorsque vous allez, d'une certaine façon, utiliser ces solutions, vous n'avez plus le contrôle de vos cryptos, par principe. Mais pour autant, eh bien, à l'instar de ce qui se fait en matière d'actions, par exemple, vous mettez vos actions, vous récupérez des euros, ce n'est pas générateur pour autant de flat tax.
Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut effectivement retenir, c'est que si on se base sur l'article 38 du Code général des impôts, qui est un peu l'article fondateur du système, eh bien, tant qu'il n'y a pas de produit constaté, pas de vente, pas de prestation, pas de remise, etc., il n'y a pas de bénéfice imposable. Et le bénéfice est normalement imposé que lorsqu'il est réalisé. Donc, logiquement, effectivement, ça ne devrait pas être un fait générateur, mais je répète, il n'y a pas de certitude à ce stade, loin s'en faut. Et donc, tant qu'on n'a pas une position de façon officielle de l'administration fiscale là-dessus, il restera un vrai flou. Et certains estiment même que le risque est un risque élevé, que ce soit constitutif d'un fait générateur. Donc, il faut être particulièrement prudent. Voilà. Ok, ben c'est très clair. Ensuite, on peut retourner sur une question qu'on a évoquée tout à l'heure. Tu parlais du Portugal. Mais en fait, c'est par exemple pour les personnes qui veulent partir dans un autre pays, par exemple la Suisse ou je ne sais quoi, quel pays, où bien la fiscalité crypto est plus clémente qu'en France. Comment faire les choses en fait proprement pour que l'administration fiscale puisse rien nous dire et faire bien les choses? Est-ce qu'il faut avoir un projet professionnel sur place? Est-ce qu'il faut vraiment plus avoir d'immobilier, plus rien du tout? Est-ce que tu peux nous éclaircir là-dessus? Tout à fait. Alors, donc, en fait, la question, c'est qu'est-ce qui se passe à partir de l'instant où on déménage fiscalement dans un autre pays. Tu citais la Suisse, mais voilà. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont nécessaires. Bon, déjà, si on déménage fiscalement et qu'on le fait réellement, hein, comme je disais tout à l'heure, et pas de manière artificielle, juste en passant 6 mois et un jour dans un autre pays que la France, à ce moment-là, on cesse d'être considéré comme un résident fiscal français. Et à ce moment-là, il va y avoir plusieurs choses. Premièrement, on va devoir régler, s'acquitter d'une ce qu'on appelle l'exit tax, c'est-à-dire on va imposer les plus-values latentes, c'est-à-dire les plus-values qui ne sont pas réalisées d'actifs comme des actions ou des parts d'entreprise lorsqu'on quitte le pays. D'accord ? Pour l'objectif en fait de cette exit tax, c'était d'empêcher les personnes de quitter le pays. Donc si vous avez des plus-values qui sont latentes, je ne parle pas de crypto, hein, je parle d'actions ou de parts d'entreprise, à ce moment-là, vous allez devoir les payer. Okay. Vous avez un formulaire de déclaration de départ qu'il faut remplir, qui est 2042 NR, c'est précis, justement pour signaler le départ et signaler le changement de statut fiscal, sachant que le formulaire est soumis non pas l'année du départ, mais l'année qui suit le départ. D'accord ? Et si on part en cours d'année, dans ce cas-là, on paye ses impôts en France pour la partie où on est en France et à l'étranger pour la partie où on est à l'étranger. Évidemment, en espérant, ce qui est le cas dans la quasi-totalité des cas, qu'il y a une convention entre les deux pays pour éviter la double imposition. Puisque le pire, ce serait de se faire imposer 2 fois sur les mêmes revenus. Logiquement, ce n'est pas le cas. Bon, je dis logiquement parce qu'effectivement, il est extrêmement rare que les pays ne signent pas des conventions pour éviter cette double imposition. Alors après, il faut déclarer son revenu. D'accord ? Donc, déclarer son revenu durant laquelle on a été résident fiscal en France. Donc les revenus perçus en France et à l'étranger jusqu'à la date de départ, et puis les plus-values éventuellement réalisées avant son départ. D'accord ? Et également les revenus immobiliers ou les loyers qui ont été perçus dans le cadre d'une location en France. Alors les conséquences, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a plus d'impôt sur le revenu en France, sauf si on continue à percevoir des revenus prioritairement en France, mais a priori, ce n'est pas le cas si on est dans une logique d'expatriation. Soumission de l'impôt sur le revenu dans le pays de destination. Donc évidemment, les taux et la manière avec laquelle on est imposé, ça varie d'un pays à l'autre, forcément, ce que je dis est un lieu commun. Et puis, comme je le disais, attention, parce que l'impôt sur la plus-value, il sera réalisé avant le départ. Enfin, la plus-value qui est réalisée avant le départ, et donc au moment où on était soumis en France, sera soumis à l'imposition des plus-values en France. Donc attention sur ce sujet. Et puis évidemment, on n'est plus soumis, ce que je pense ne sera pas un problème pour beaucoup d'entre vous, aux prélèvements sociaux en France. Merci beaucoup, cher ami. Merci à toi. Hein. Tu es au top niveau. Merci à toi pour ton temps. Au plaisir. Bonne journée. À plus. Très bientôt.